Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Neil. Merci d'être venu de venir à cette conférence. J'ai un super accueil de la part de 42, c'est super. Merci à Claire de la régie pour filmer cette conférence, pour l'enregistrement. Donc je vais vous parler des enjeux d'Internet. Donc ça va être 40 minutes de présentation environ avec 5 à 10 minutes de questions. Je vais prévoir quelques temps pour les questions. Entre-temps, s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises de temps en temps. Pour les questions d'ordre général, on verra à la fin de la conférence de préférence. Alors je vous préviens, ça va être une conférence assez décousue parce qu'il y a énormément de sujets à aborder. Je vais essayer d'être assez concis quand même parce qu'on n'a que 45 minutes. Et après, on va aller manger. En premier temps, je vais donc vous présenter l'association 42L. Et en second temps, je vous présenterai les raisons qui motivent ces actions aujourd'hui. Donc tout d'abord, ça c'est moi. Donc, je suis étudiant à 42 depuis novembre 2018. Et je suis accessoirement en licence de droit à l'Institut d'enseignement à distance de Paris 8 depuis cette année. Et donc je suis l'administrateur système et le développeur principal de l'association 42L. Et j'ai aussi été administrateur système à 42, donc à notre école. Donc l'association 42L, c'est toutes ces personnes-là, essentiellement. Donc voilà, c'est le CA de l'association 42L. On a 2 personnes, notamment en plus, qui ne sont pas sur cette image parce qu'on ne les a pas encore dessinées. Mais donc voilà, on a Brume, ça c'est moi, Alex, Doc, Fabien, Mina, Claire, qui est juste là, et N2R. Donc bon, je vous les présente parce que ce sont des personnes humaines qu'on a l'occasion de croiser de temps en temps en cluster, et je pense que c'est important de bien comprendre que en fait, ce sont des étudiants et des étudiantes de notre école. C'est une association étudiante, 42L, qui a été fondée en janvier 2019 et qui a été reconnue d'intérêt général en juin 2020. Et c'est une association qui fonctionne essentiellement sur les dons et les adhésions. Alors, qu'est-ce qu'on fait à 42L? C'est quoi cette association étudiante? Donc nous, on fait des activités de sensibilisation. On organise, on fait de l'éducation populaire aux enjeux du numérique, à l'éthique dans le numérique. Donc l'éthique dans le numérique, ça peut être très vaste. On peut parler de commun numérique, on peut parler de logiciels libres, de protection de la vie privée contre la surveillance de masse. On va définir tout ça après. Et on organise donc des ateliers, des conférences, des débats, essentiellement à 42, mais aussi partout en France, notamment au Capitole du Libre à Toulouse, ou aux Journées du Logiciel Libre à Lyon, ou encore au FOSDEM à Bruxelles, lors d'événements en fait, qui réunissent toute la communauté du logiciel libre. Et on héberge aussi des services libres sur notre site internet. Alors c'est quoi ? En fait, ce sont des services qui sont libres et open source qui vont vous permettre de protéger votre vie privée. Donc ça va être généralement des alternatives aux outils comme Google, Apple, ceux de Google par exemple. On a un service mail qu'on héberge sur notre site qui permet d'avoir des mails, d'avoir des boîtes mail, mais qui ne sont pas hébergées chez Google. Donc c'est pas une adresse Gmail, c'est pas une adresse Outlook, c'est une adresse @42l.fr. C'est plus sympa. Donc voilà, on héberge également une alternative à Google Forms qui permet de créer des formulaires sans inscription et donc sans passer par Google. De l'hébergement de fichiers aussi, donc c'est ce qui permet d'avoir un espèce de Google Drive mais sans Google. Donc pourquoi cette obsession sur le sans Google ? On va expliquer tout ça. Pour ça, il faut d'abord comprendre, pour expliquer tout ça, il faut d'abord comprendre qu'est-ce qu'Internet. Internet, c'est quoi ? C'est évidemment, ça a intégré notre quotidien depuis plusieurs décennies maintenant. Qu'est-ce que c'est concrètement ? À quoi ça sert de comprendre Internet ? Donc la partie suivante de la conférence va reprendre quelques réflexions d'un militant pour les libertés numériques qui s'appelle Benjamin Bayard. Et quitte à piquer dans ses conférences, autant le citer parce que ce qu'il dit est assez intéressant. Donc il explique en 1 minute pourquoi comprendre Internet. Je vous laisse écouter. En particulier parce que si un jour vous êtes amené à débattre des enjeux politiques d'Internet avec quelqu'un qui est plus compétent que vous techniquement, mettons par exemple que vous essayez de soutenir une opinion qui ne soit pas la mienne lors d'une discussion avec moi, vous n'avez aucune chance. Même si vous avez raison, c'est pas le problème. Il me faudra à peu près 3 minutes pour vous embobiner techniquement dans n'importe quoi et vous noyer. Et si vous n'êtes pas capable de repérer à quel moment je vous mens
à quel moment j'essaye de vous enfumer, il n'y a pas de discussion possible. Exactement de la même manière qu'on ne peut pas débattre de la liberté de la presse et de la liberté d'expression qui va avec si on ne sait pas lire, simplement parce qu'on ne comprend pas l'enjeu. Eh bien, de la même manière, aussi longtemps que vous êtes des illettrés du numérique, vous n'avez aucune chance de pouvoir mener une réflexion politique autour d'Internet. Et il se trouve que c'est un des enjeux politiques majeurs du XXIe siècle. Voilà, donc c'était un extrait d'une conférence de Benjamin Bayard à Sciences Po. Dans son cycle de 3 conférences qu'il a tenues à Sciences Po. Et donc, je pense qu'il illustre tout l'enjeu, justement, de comprendre comment fonctionne Internet concrètement. Et donc, pour ça, il va nous falloir donc, étayer un petit peu. Et donc, je prévois 20 minutes sur la description de qu'est-ce qu'Internet concrètement, les enjeux politiques qu'il y a aujourd'hui autour d'Internet et comment peut-on se diriger et pourquoi devrions-nous nous diriger vers une décentralisation d'Internet. Et pour ça, je vais avoir besoin de revenir à la préhistoire. Voilà. Donc, est-ce que vous savez ce que c'est ? C'est un Minitel. Xavier, il aime bien le Minitel. Xavier Niel, spécialiste du Minitel. Qui a déjà utilisé un Minitel ? Ok. Ah ouais. Je me sens jeune. Pardon. Désolé. Et donc le Minitel, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est un petit appareil qui se connectait à un serveur central qui était à Paris, où l'on trouvait généralement l'annuaire et des fournisseurs de services. Donc le réseau du Minitel, ça ressemblait à peu près à ça. Donc c'est un réseau qu'on peut appeler en étoile ou un réseau centralisé. Donc pour résumer grossièrement, c'est plein de clients, donc plein de petits Minitel. Les clients, c'est votre ordinateur personnel. Et un serveur au milieu. Ou un ensemble de serveurs au milieu, un gros data center, mais une entité qui contrôle en fait tout ce réseau-là au milieu. Et donc le serveur au milieu, c'est ce qu'on appelle un single point of failure. Donc un single point of failure, c'est un failure, j'y arrivé. C'est un point de défaillance unique en français. Ça veut dire que si on débranche la prise de ce serveur-là au milieu, bah, tout le réseau s'éteint. Et donc ça peut poser problème. C'est pour ça que Internet, c'est un réseau qui est totalement différent dans sa conception. C'est une espèce de gigantesque toile et il n'y a pas de point central. C'est le premier réseau de ce genre. C'est un réseau qu'on appelle donc acentré. Et c'est donc un réseau qui est résilient. Et c'est aussi un réseau avec une gouvernance partagée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chef d'Internet. Ça n'existe pas. Voilà. Il n'y a pas de chef d'Internet. Et contrairement au réseau du Minitel ou de la télévision, par exemple, qui est du même genre, vos terminaux, vos clients, vos ordinateurs, en fait, ne sont pas uniquement conçus pour recevoir des informations. C'est-à-dire que vous pouvez aussi en émettre. On parle souvent en informatique d'un modèle client-serveur, mais en fait, donc en estimant que les serveurs, les gros serveurs au milieu sont les serveurs, en fait, vous êtes les clients. Mais en fait, on oublie que les clients peuvent également faire les serveurs. En fait, vous pouvez, par exemple, héberger votre propre site web personnel depuis chez vous en ouvrant les ports de votre box. Ça, c'est quelque chose qu'on a peut-être oublié de vous dire, mais effectivement, vous pouvez vous passer totalement d'un hébergeur, dans un data center. Si vous voulez héberger votre site web, vous pouvez l'héberger sur un ordinateur chez vous. Ça, c'est l'une des grandes particularités d'Internet, l'une des grandes caractéristiques d'Internet, c'est que c'est un réseau qui, par sa conception, est asymétrique. Donc le trafic peut aller dans un sens comme dans l'autre. Non, symétrique. C'est un réseau symétrique. Je dis n'importe quoi, excusez-moi. Le problème, c'est que Internet, voilà, en pratique, ce n'est pas totalement ça aujourd'hui. En pratique, Internet, c'est surtout ça. Donc voilà, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Google, c'est entre autres environ 2 milliards de boîtes mail aujourd'hui. Et plus de 65% du marché des navigateurs web. Amazon Web Services, c'est plus de 40% des sites web hébergés aujourd'hui. Donc c'est pas des particuliers qui hébergent leur petit site web chez eux, hein, malheureusement. Voilà. C'est Amazon Web Services qui héberge 40% d'Internet. Enfin, du web. Pas pareil. Facebook, c'est 2 milliards d'utilisateurs et utilisatrices inscrits. Apple, c'est 16% du marché des systèmes d'exploitation et des téléphones. Et surtout Microsoft, parce qu'on a tendance à oublier Microsoft. On dit souvent GAFA, mais en fait c'est GAFAM, faut le dire, parce que Microsoft, c'est plus de 70% du marché des systèmes d'exploitation aujourd'hui. Et donc, c'est Windows, c'est essentiellement Windows, en fait. Mais c'est quand même beaucoup.
Et c'est aussi accessoirement les entreprises les plus riches du monde en termes de capitalisation boursière. Donc là, on peut voir, alors ça date de 2021, de juin 2021, mais on peut voir que ce sont les entreprises les plus riches du monde essentiellement. Ce sont les entreprises qui pratiquent l'évasion fiscale sans aucune gêne dans tous les pays du monde et qui sous-traitent une grande partie de son processus de production dans des pays où la main-d'œuvre est peu coûteuse, comme Apple le fait par exemple pour les iPhones. Vous savez, les iPhones, ils sont fabriqués par les Ouïghours. Bon, voilà, c'est dans la presse. C'est ce genre d'entreprise qui a techniquement les moyens de résoudre, en fait, potentiellement, les problèmes de pauvreté et d'inégalité dans le monde, mais qui ne le font pas parce qu'elles préfèrent s'enrichir. Parce que finalement, en fait, c'est leur finalité économique, et donc c'est normal. Et donc, elles sont toutes... Ce qui est intéressant à remarquer, c'est qu'elles sont toutes américaines. Et ça peut poser des problèmes qu'on va voir juste après. Donc en fait, est-ce qu'on ne serait pas en train de revenir à la préhistoire ? C'est-à-dire à cette idée de Minitel, en fait, sur ce réseau du Minitel où on a le serveur central du Minitel qui est au milieu et tous les Minitel qui sont autour. Est-ce qu'on ne serait pas en train de faire ce que Benjamin Bayard appelait du Minitel 2.0 ? Donc là, les serveurs au milieu, ça serait les serveurs des GAFAM. Voilà, ça c'est une question qu'on peut se poser aujourd'hui et qui est assez inquiétante parce que justement, ça pose notamment des problèmes de souveraineté numérique. Donc là, je vais vous parler de l'embargo américain. Alors, je ne suis pas un spécialiste en géopolitique, mais je peux vous dire que les services hébergés par des entreprises américaines, donc sur juridiction américaine, ont l'obligation légale de ne pas fournir des services à certains pays. Parce que c'est le gouvernement américain qui leur interdit de fournir des services à certains pays. Donc ces pays, on peut les voir sur cette carte. Donc en fait, ce sont essentiellement les ennemis des États-Unis, les ennemis politiques. On a... Bon, pas la majorité de la planète, encore heureux, mais on a quand même un certain nombre de pays qui sont donc en rouge pour ceux les plus sévèrement sanctionnés et dans d'autres couleurs pour les pays un peu moins sanctionnés. Donc en fait, il suffit que les gouvernements d'un pays se boudent avec les États-Unis et puis pouf, du jour au lendemain, tous leurs comptes chez les GAFAM sont bloqués. Voilà, on peut voir un exemple dans la presse qui date de 2019, c'est un peu vieux, pardon, mais on peut en trouver des plus récents. GitHub qui commence à bloquer des développeurs dans des pays qui font face à des sanctions économiques américaines. Parce que ils ont reçu l'injonction du gouvernement américain de bloquer ces comptes-là. C'est pas une première, hein, voilà, c'est quelque chose dont on ne s'aperçoit pas forcément en France parce qu'on est amis avec les États-Unis, on va dire. À part quelques petites broutilles sur des sous-marins éventuellement, mais voilà, globalement on est amis avec les États-Unis, mais il se trouve que, pour rappel, toute notre infrastructure numérique aujourd'hui tourne sur les serveurs des GAFAM. C'est-à-dire que la défense tourne sous Windows, l'éducation nationale tourne très majoritairement sous Windows parce qu'ils ont des partenariats très avantageux et régulièrement renouvelés avec Microsoft, et même avec Google. Aujourd'hui, les universités utilisent massivement Google. J'ajouterais même que, pour illustrer mon exemple, on a une mise à jour des conditions d'utilisation de Discord le 25 février 2022, donc c'est très récent. Ils entrent en application, je crois, dans une semaine, si ce n'est pas déjà fait. Et donc, il y a un article qui a été... vous savez, les conditions d'utilisation, c'est un pavé que personne ne lit. Il y a un article qui a été rajouté notamment sur le contrôle de l'export. On ne sait pas trop ce que ça veut dire, hein, mais il est écrit notamment que lorsque vous utilisez Discord, vous garantissez que vous n'êtes pas situé en Corée du Nord, que vous n'êtes pas situé dans un pays ou une région qui est sujette à un embargo du gouvernement américain ou européen. Donc en fait, Discord... Discord, c'est très curieux parce qu'ils ont rajouté ça, je crois, dans la semaine... où il y a eu le scandale, la guerre en Ukraine, le début de la guerre en Ukraine. Donc c'est un signe assez fort. Discord, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est une plateforme de messagerie instantanée qui est devenue très très connue et très utilisée aujourd'hui. Donc voilà, ça soulève des enjeux de gouvernance et de souveraineté. Et puis il y a un autre enjeu. Voilà, on s'est demandé à un moment donné que comme tous les services des géants du web, les GAFAM, se retrouvent sous le contrôle d'un même État, est-ce que l'ensemble des individus qui l'utilisent dans le monde ne seraient pas surveillés en permanence ? C'est un peu curieux quand même, mais pendant longtemps, on a théorisé cette surveillance. On n'avait pas vraiment de moyens de la prouver.
On avait bien quelques indices par-ci, par-là, mais ce n'était pas assez convaincant pour un public qui est généralement néophyte, parce qu'on essaye d'éduquer, de sensibiliser à ces enjeux-là. Donc au mieux, on passait pour des maniaques de la sécurité, et au pire, on passait pour des parano, voire des complotistes. Voilà, la surveillance dans le monde entier, c'est quoi cette surveillance de masse? Et puis, il y a eu 2013. Est-ce que vous savez qui c'est? C'est Edward Snowden. Edward Snowden, c'est un contractant de la National Security Agency, c'est l'agence de renseignement américaine, qui a donc travaillé pendant plusieurs années pour l'ensemble de l'intelligence community américaine, donc pour les services de renseignement américains en général. Et il se trouve qu'en 2013, fin 2013, il me semble, Edward Snowden a décidé de démissionner de son poste et de révéler au monde entier des documents très confidentiels de l'agence de surveillance américaine, de la NSA essentiellement, mais aussi de la CIA, du GCHQ pour la surveillance l'agence de surveillance britannique, et donc de révéler l'ampleur de cette surveillance à travers des documents officiels au monde entier. Il est évident que ça s'est plutôt mal passé pour lui. Alors, il s'est réfugié à Hong Kong au début pour se présenter à des journalistes, pour présenter son histoire, présenter ses documents, transmettre ces documents à donc des journalistes qui ont pris le soin de censurer les informations qui relèvent de la défense nationale et qui sont plutôt qui sortent en fait du cadre de ces révélations sur la surveillance de masse. Et aujourd'hui, il est en asile politique en Russie. Il aimerait bien en sortir, sauf que la France refuse de l'accueillir. Un certain nombre de pays refusent de l'accueillir sous pression américaine. Et donc, il a révélé notamment des programmes de surveillance comme Prism et XKeyscore. Alors, c'est un peu barbare comme nom, hein, c'est la NSA qui les a choisis. Donc, Prism, je vous en parle très rapidement, il y en a plein d'autres. Hein, mais Prism, c'est un large programme de surveillance qui a pour but d'organiser la collecte massive des données de tout le monde, sans distinction, que vous soyez suspect ou non. Et donc, selon Edward, et XKeyscore, XKeyscore, c'est une sorte de Google, mais pour les gens. Et donc, selon Edward Snowden, avec ça, je cite, vous pouvez consulter la boîte mail, l'historique des messages de qui vous voulez. Vous pouvez voir l'ordinateur de quelqu'un en live comme si vous étiez derrière son épaule. Vous pouvez allumer sa caméra ou son micro. Vous pouvez suivre les déplacements de quelqu'un avec son téléphone, par exemple. Bref, c'est très utile. Hein. Je pense que l'URSS de Staline aurait rêvé d'un outil pareil. En tout cas, bon, c'est pas très rassurant non plus. Et donc ça, c'est un des exemples de programmes qui ont été menés. C'est l'un des plus gros quand même. Prism et XKeyscore, c'est ceux qui ont fait le plus scandale. Voilà une slide interne de la NSA, hein, puisqu'on y est, tant qu'à faire, autant montrer des documents officiels. Donc voilà comment voilà comment Prism, la récupération des données pour alimenter le programme de surveillance Prism a commencé. Donc ils ont commencé en 2007 avec Microsoft, puis Yahoo, Google, Facebook, Apple, YouTube, entre autres, jusqu'en 2012, 2013. Et donc comment ils ont fait ça concrètement? Et en fait, dans le droit américain, il existe ce qu'on appelle une subpoena. Une subpoena, c'est une injonction juridique, dans notre cas par une agence du gouvernement, qui peut obliger quiconque sous juridiction américaine à donner des informations. Par exemple, des clés de chiffrement ou des accès à certaines machines, des informations généralement qui permettent d'assurer la sécurité de certaines infrastructures, entre autres. Et donc vous voyez que le graphique s'arrête à 2013 parce qu'il y a eu les révélations de Snowden en 2013. Mais vous imaginez bien que ça a continué après, malheureusement. Un autre exemple de programme de surveillance américain. Donc là, non, c'est pas américain, c'est le GCHQ, c'est le programme de surveillance britannique. Et il se trouve que Edward Snowden a aussi divulgué des documents relatant du programme de surveillance britannique. Donc Optic Nerve, c'est un programme de surveillance qui exploite une vulnérabilité d'un logiciel propriétaire, un logiciel de messagerie qui s'appelle Yahoo Messenger. Et donc le but, c'était de capturer une image de webcam toutes les 5 secondes et de l'envoyer en permanence sur les serveurs de la NSA, du GCHQ, pardon, l'agence de surveillance britannique. Et donc, ils ont fait ça pendant 6 mois sur 1,8 million d'utilisateurs. Alors, autant vous dire que sur les 1,8 million d'utilisateurs, ce n'étaient pas tous des terroristes.
Voilà, donc ça c'est rassurant, hein, ça nous met bien. Aujourd'hui, il faut savoir qu'ils ont les moyens d'enregistrer tous les flux audio et vidéo et de les conserver de manière permanente. D'où le titre de l'autobiographie d'Edward Snowden qui s'appelle Permanent Record, que je vous conseille vivement. Bon, c'est rassurant, là, ça met une bonne ambiance. Est-ce que vous avez des questions jusque-là sur ce qui a été abordé? Parfait, très bien. Oui? Pardon. Excuse-moi, je vais te donner un micro. Le micro. Claire? Excuse-moi. Oui, c'est Merci. juste pour savoir quand les ordinateurs sont fermés, que les micros et caméras obstruées, est-ce qu'on peut espionner quand même? A priori, non. C'est une question complexe, mais à partir du moment où vous avez un système d'exploitation qui est installé sur votre ordinateur comme Windows qui appartient à Microsoft et qui est soumis à des subpoenas comme celle qu'on vient de voir, les moyens sont assez conséquents. C'est-à-dire qu'il y a même eu des études sur le fait qu'il est possible, par exemple, d'allumer la caméra même si le voyant de la caméra est éteint. Sur le micro, c'est un peu compliqué pour l'obstruer, le micro. Hein. Je sais pas trop dans quelle mesure ça peut se faire. Et on peut allumer un ordinateur à distance? C'est-à-dire si l'ordinateur est éteint, fermé Alors je pense que ça peut être possible. Alors je suis pas un expert en surveillance sur ce sujet-là. Je sais pas exactement quels moyens ils utilisent, mais en tout cas, je pense qu'à partir du moment où la NSA veut quelque chose, si elle a le contrôle de votre ordinateur, si elle réussit à installer quelque chose sur votre ordinateur pendant qu'il est allumé, même si vous l'éteignez, s'il y a quelque chose qui fait en sorte que, voilà, s'ils veulent vous surveiller, ils y arriveront. Voilà. Après, je ne sais pas dans quelle mesure ça s'étend. Si par exemple votre ordinateur est éteint, si vous avez débranché la batterie, bon, je pense que voilà, les risques sont peut-être un peu plus limités, on va dire. Après, en veille, je ne saurais pas vous dire forcément si ils ont la capacité d'écouter quand même ou pas. Dans le doute, je me méfierais, hein, parce que bon, je sais pas, voilà, j'ai pas d'éléments qui pourraient permettre de garantir cette sécurité. D'accord. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le sujet? Ok, très bien. Ben, on va avancer si ça vous convient. On va avancer parce qu'il y a un autre problème de taille que j'aimerais vous partager. Donc j'ai beaucoup parlé de souveraineté numérique, de surveillance de masse, de gouvernance, les problèmes de gouvernance d'Internet, les problèmes d'avoir une grande partie d'Internet qui est centralisée aux États-Unis, entre les mains d'une poignée d'acteurs. Mais il y a encore un autre problème de taille, un problème qui est d'ordre structurel. Et là, on va parler du capitalisme de surveillance. Donc le capitalisme de surveillance, c'est un terme un peu barbare, hein, mais concrètement, c'est quoi? C'est un processus qui transforme nos comportements présents en prédiction monnayée de nos comportements futurs. C'est un terme qui a été choisi par Shoshana Zuboff, qui est une professeure à Harvard, et donc qui définit concrètement un modèle économique basé sur la revente de nos données personnelles. Ça doit vous parler un peu plus peut-être. Bon, c'est typiquement comment Google se finance aujourd'hui, comment Facebook se finance aujourd'hui, et d'autres grandes entreprises. Le but de ce modèle-là, c'est de récupérer une grande partie de données dans le but d'en tirer profit, donc en revendant notamment vos données à des annonceurs. Et il faut savoir que les utilisateurs et utilisatrices qui utilisent les services de Google et de Facebook, par exemple, partagent ces informations essentiellement par facilité ou par manque de prise de conscience, sans en percevoir forcément la portée sur leur vie privée. Par exemple, quand on utilise un Google Home, on a un micro qui écoute en permanence nos conversations. Pour le coup, ça c'est assez véridique. Il les envoie en permanence sur un serveur de Google. Ça, c'est même le fonctionnement même de l'outil, quoi. Et donc ça, c'est une forme de capitalisme de surveillance où là, en fait, les utilisateurs et utilisatrices vont pas avoir la conscience, vont pas se dire à un moment donné, je me fais espionner, ou vont tout simplement tomber dans la facilité en disant que j'ai peut-être rien à cacher. Et puis c'est quand même bien pratique, et donc on va l'utiliser quand même. Le capitalisme de surveillance se décline sous plusieurs formes et plusieurs caractéristiques, notamment techniques. On peut parler notamment de la récupération
d'une empreinte numérique d'un navigateur ou d'un appareil. Donc une empreinte, c'est une information d'identification unique qui peut permettre d'identifier votre appareil dans la masse de données. Par exemple, une adresse MAC, pour celles et ceux qui connaissent, c'est un identifiant que tous les appareils qui peuvent se connecter à un réseau comme celui d'Internet possèdent. Et donc, c'est ce genre d'identifiant qui peut être intéressant pour des entreprises qui cherchent à vous identifier. Il y a aussi l'identifiant de publicité qu'on peut retrouver sur Android ou sur Apple, qui peut être réinitialisable à une certaine mesure. Ça peut être des identifiants un peu moins uniques comme votre numéro de téléphone qui peut être récupéré, qui peut permettre de vous identifier dans la masse. Voilà, on a aussi la reconnaissance biométrique, notamment la reconnaissance faciale, qui peut permettre d'identifier de manière unique une personne. Parce que en fait, le capitalisme de surveillance, on ne le retrouve pas que sur Internet, on le retrouve également ailleurs. On le retrouve dans les projets notamment du gouvernement qui poussent aujourd'hui la reconnaissance faciale, notamment dans les gares, notamment majoritairement dans des lieux publics. Aujourd'hui, avec les JO 2024 qui arrivent, Thales est en train d'essayer de pousser en fait la législation à changer pour accepter plus facilement l'utilisation de reconnaissance biométrique, notamment de reconnaissance faciale. On retrouve aussi ces critères à travers le capitalisme de surveillance, on le retrouve également à travers des notions un peu plus psychosociales, notamment la fabrique du consentement. La fabrique du consentement, c'est très simple. Typiquement, quand vous avez une bannière, quand vous allez sur un site, aujourd'hui, vous avez toujours une petite bannière qui vous dit voulez-vous accepter les cookies ? Alors vous cherchez peut-être, éventuellement, si vous avez le temps, si vous avez la motivation, vous cherchez le bouton non, vous cherchez le bouton continuer sans accepter, mais il est toujours à des emplacements un peu difficiles à trouver. Parfois, il n'y est même pas. Et donc en fait, c'est plus facile typiquement de cliquer sur accepter et puis vas-y, prends mes cookies, c'est bon, je m'en fiche. Et finalement, en fait, c'est ça la fabrique du consentement, c'est-à-dire qu'il est plus facile d'accepter quelque chose que de refuser quelque chose. Donc ça c'est illégal selon le RGPD et pourtant c'est encore très très répandu. Et ça peut avoir de très gros problèmes aussi. Les dark patterns, c'est très lié. C'est le fait de concevoir une interface utilisateur de façon à ce que les utilisateurs ne parviennent pas à un certain menu. Par exemple, le menu pour désactiver l'identifiant de publicité sur Apple, il faut le chercher un peu. Il y a certains menus comme ça qui sont plus difficiles à trouver dans certaines interfaces, et c'est fait exprès. C'est parce que en fait, on n'a pas envie que vous désactiviez l'identifiant de publicité, on n'a pas envie que vous désactiviez la géolocalisation, j'en sais rien, ce que vous voulez. Voilà, en fait, ces choix-là de conception de l'interface, ces choix-là, ils sont orientés parce que les outils qui sont conçus comme ça, les outils qui sont développés, ils sont développés de manière non neutre. C'est-à-dire que jamais les développeurs se sont dit on va développer, comment dire. En fait, la façon dont les outils ont été conçus oriente votre choix. Et ça, c'est une décision de design qui est délibérée. Voilà, vous avez aussi une forme de banalisation de la surveillance qui est donc perçue comme une juste rétribution ou une nécessité de la société. Donc là, en fait, on revient typiquement sur la reconnaissance faciale dans les lieux publics. Ça devient une nécessité pour la société de mettre de la reconnaissance faciale partout. Donc en tout cas, ça va être le prétexte qui va être utilisé. Par exemple, l'idée que en fait, c'est pour lutter contre le terrorisme ou que l'idée, c'est pour lutter contre la délinquance. Voilà, ce genre de prétextes-là sont utilisés pour banaliser la reconnaissance faciale dans nos vies. Donc en exemple d'utilisation, vous avez bien sûr la publicité ciblée que vous croisez, que vous avez très souvent sur Internet, sur les sites web que vous fréquentez, parce que du coup cette publicité ciblée va récupérer l'empreinte numérique de votre navigateur pour pouvoir vous faire des publicités qui soient ciblées à vous personnellement. Vous avez aussi l'exemple des smart cities, par exemple, les caméras de reconnaissance faciale dans les lieux publics, ou encore le scandale de Cambridge Analytica, qui est donc, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Cambridge Analytica, c'est une société, c'est une entreprise qui a notamment contribué à la campagne d'élection de Trump en 2016.
ou encore à la campagne pour le Brexit, donc pour le référendum pour le Brexit. Et donc cette entreprise-là a fait en sorte a fait du profilage politique en fait pour le compte de certaines personnes. Donc à travers la manipulation de votre flux, de votre mur sur Facebook et du flux d'actualité que vous pouvez y avoir. Et donc le but, c'était en fait de faire en sorte que pour les pro-Trump, par exemple, ou les pro-Brexit, vous ayez des actualités qui vous incitent à aller voter, à aller au référendum. Et que pour les autres qui sont contre, l'idée, c'était de mettre des informations qui étaient plutôt n'allez pas voter, ça sert à rien. Voilà. Et donc de dissuader en fait les personnes qui étaient contre l'élection de Donald Trump d'aller voter. Et donc ça c'est réel, c'est-à-dire que vous avez énormément d'informations sur ce sujet. Je vous invite à vous renseigner à ce sujet. Sur Wikipédia notamment, il y a une page très très complète sur le sujet, et je pense que c'est un sujet qui mérite de s'y attarder, surtout en temps d'élection présidentielle en France. Ça va sinon ? Non, parce que là, je pense que j'ai parlé de tous les sujets les plus déprimants de tout Internet. Quand même pas, mais... Est-ce que vous avez des questions ? Je ne sais pas si j'ai été très clair sur la fin, je me suis j'ai un peu tardé sur la dernière slide. Si vous avez des questions, des remarques sur ce que je viens de dire. Parfait, sinon on va parler de choses un peu plus positives. Voilà, donc on va parler de comment... Finalement, on s'oriente vers une décentralisation d'Internet. Comment on sort de ce système-là ? Comment on peut sortir en fait de ce cercle vicieux du capitalisme de surveillance, de tous ces trucs un peu moroses ? Bien, je vais vous parler de Framasoft. Voilà, donc attention, il va y avoir du parti pris parce qu'on m'avait dit que j'avais tendance à fanboyer un petit peu sur Framasoft. Donc Framasoft, petite association qui se définit comme réseau d'éducation populaire aux enjeux du numérique. Framasoft, petite association française fondée en 2004 par des professeurs notamment de français et de maths, d'où le nom, Frama. Framasoft, petite association qui est devenue une référence dans l'univers du logiciel libre en France. Framasoft, petite association qui fonctionne à 95% sur les dons. Framasoft a donc lancé en 2014, suite à aux révélations d'Edward Snowden, une campagne qui s'appelle Dégooglisons Internet, le but étant de lancer plein de services alternatifs aux géants du numérique, aux GAFAM essentiellement. Et donc, ils ont lancé environ 38 services libres qui permettent d'utiliser d'autres services que ceux de Google, entre autres. Par exemple, Framadat, c'est une alternative à Doodle, qui permet de faire des rendez-vous. Framaforms, c'est une alternative à Google Forms. Et ils ont lancé plein de services comme ça, de 2014 à 2017. Et puis de 2017 à 2020, ils ont lancé une campagne qui s'appelle Contributopia, avec la magnifique illustration de David Revoy, que je vais décrire assez mal parce que c'est pas facile à saisir forcément, il y a énormément de notions dedans. Je vous invite à regarder des conférences de Framasoft pour comprendre. Je pense que ça vaut le détour. Mais globalement, Contributopia, c'est de la transmission de savoir-faire, donc accompagner les structures pour faciliter par exemple le déploiement de logiciels libres dans des structures, donc le logiciel libre et open source. Faire de la médiation avec des personnes qui ne se sentent pas trop à l'aise avec le numérique aussi, la médiation numérique, ça c'est quelque chose de très important au cœur de l'initiative de Framasoft. Faire des cours en ligne pour notamment faire de l'accompagnement pour essaimer leurs connaissances. S'adresser aussi à la société de contribution, comme ils l'appellent, donc à des personnes qui contribuent au changement de société, et aussi prendre part à un collectif que je vais vous présenter après. Framasoft, voilà, je vais arrêter de fanboyer un petit peu sur Framasoft, mais globalement, est-ce que vous pourrez estimer les montants annuels des dons de Framasoft ? Pour référence, 42L, c'est environ 1500 de dons annuels, si on cumule les dons et les cotisations. Est-ce que là, de tête, vous pourriez m'estimer le montant des dons de Framasoft pour voir ? Allez-y, je sais pas, proposez. 10 000 ? Encore ? 100 millions ? Ouais, on aimerait bien, mais pas encore. Comment ? 20 000 ? C'est pas mal, c'est pas mal. En fait, c'est 500 000 euros de dons.
annuels en moyenne, dont 650 000 € en 2020, en temps de pandémie. C'est quand même assez incroyable. Donc voilà, ça c'est les moyens financiers de Framasoft par des dons de particuliers, on le rappelle. Donc pas des subventions, très 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 largement des dons essentiellement de particuliers. Donc Framasoft, c'est 37 membres, mais aussi 10 salariés qui travaillent donc à l'amélioration, qui travaillent à l'organisation de la campagne de sensibilisation de Framasoft et à l'hébergement des services. Mais il faut savoir que Framasoft ne souhaite pas devenir le Google français. Leur but, c'est pas de devenir un géant comme Google. Leur but, c'est pas de faire des alternatives qui soient utilisées par absolument tout le monde. Bien au contraire. Parce que leur but, c'est de décentraliser Internet. Et donc, s'ils deviennent un nouveau point de centralisation, ça va pas dans leur sens. Et leur but, ils ont aussi conscience que plus de données, avoir plus de données sur plus de personnes, c'est avoir plus de pouvoir sur la vie des gens. Et donc, ça pose des problèmes de gouvernance. Voilà, si vous avez les boîtes mail de 2 milliards de personnes dans le monde, vous avez un certain pouvoir, vous avez une certaine influence, vous avez la possibilité d'influencer les vies de beaucoup de gens. Et Framasoft ne souhaite pas de ça. Côté technique, donc techniquement parlant, c'est problématique aussi parce que ça voudrait dire que plus ils stockent de données, plus les serveurs coûtent cher, et donc ça remettrait en question le moyen de financement potentiellement, même si ça va, ils s'en sortent bien. Mais potentiellement, si les dons baissent une année, 2 ans, 3 ans, ça peut être compliqué pour eux. Et donc, ça pourrait remettre en question le moyen de financement, là où d'autres acteurs ou d'autres actrices envisageraient de monnayer la vie privée de leurs utilisateurs, utilisatrices, à travers la publicité ou la vente de données personnelles. Et donc, en fait, on reviendrait dans le capitalisme de surveillance. Framasoft n'a pas de pub sur leur site internet, aucune pub. Donc, en fait, selon Framasoft, si je ne dis pas de bêtises, puisque je ne suis pas Framasoft quand même, le mythe d'un Google français respectueux de la vie privée ne pourra jamais devenir réalité. C'est-à-dire qu'à partir d'une certaine échelle, en fait, l'organisation devient dépendante d'un financement important et donc finit par avoir recours à des compromis, notamment de la publicité ciblée et la vente de données personnelles. Parce que les compromis sont de plus en plus nombreux et les intérêts économiques vont finir par primer sur l'intérêt général. Et donc, encore une fois, on retombe sur le capitalisme de surveillance. Framasoft souhaite rester à taille humaine. Ça, c'est une dernière notion la plus importante, je pense, c'est que Framasoft, à la base, c'est une bande de potes, et ils souhaitent rester une bande de potes. Ça, c'est, je pense, le plus important, c'est ce qui fait le cœur de leur initiative associative aussi. Une association, c'est une aventure humaine, c'est pas une usine. Une association qui a 500 000 membres, c'est compliqué à gérer, et je pense que c'est pour ça aussi qu'ils souhaitent rester à 37 membres et 10 salariés. Ils ne souhaitent pas dépasser les 10 salariés, ils s'interdisent de dépasser les 10 salariés. C'est une initiative donc, qui a pour but de rester à petite échelle. Et donc Framasoft prend 2 décisions importantes qui marquent la communauté du logiciel libre. C'est que fin 2019, ils lancent la campagne des Framasoft, ils ont Internet. Donc leur but, c'est de passer de 38 services à 14 services, avec pour objectif de rester à échelle humaine. Donc c'est pas pour des raisons économiques, parce qu'on voit bien qu'ils s'en sortent bien quand même, mais c'est simplement pour rester à échelle humaine, pour ne pas scale up, comme on dit, dans le milieu fintech peut-être. Donc le but, c'est vraiment de rester à échelle humaine, de pouvoir assurer une qualité de service qui soit quand même humaine, c'est-à-dire que si vous leur envoyez un message à leur support, vous avez une réponse par un humain, pas par un service qui est délégué par une entreprise, je ne sais où, comme c'est le cas chez Google par exemple. Le but, c'est aussi d'essaimer davantage les savoir-faire. Ça, c'est une grande initiative qui a été notamment lancée par Framasoft. Bonjour, bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui, en plus du food truck, il y a un barbecue, il y a des merguez et des saucisses de Toulouse avec des falafels, des desserts, des yaourts, des trucs. Vous pouvez venir nous voir ensemble. Bisous. Merci Delphine. Donc, le but, c'est d'essaimer les savoir-faire. J'espère que je vous endors pas trop là parce que je parle beaucoup de... Non ? Bon, c'est bientôt fini. Vous inquiétez pas, vous allez pouvoir manger les saucisses et les falafels. Donc, Contributopia, c'est une initiative de Framasoft qui a pour but d'essaimer davantage les savoir-faire. Et aussi, ils ont créé un collectif qui permet de rassembler des structures qui font un peu la même chose qu'eux.
Ce collectif, c'est le collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires. Chaton. Chaton.org, ils ont réussi à avoir le nom de domaine chaton.org, c'est assez extraordinaire. Le collectif Chaton, comme on l'appelle, c'est une centaine de structures, notamment des associations, des entreprises et des particuliers, essentiellement françaises, mais aussi dans le monde entier, dont 42L fait partie, qui a pour but d'héberger des petits bouts d'Internet, comme on le fait, c'est-à-dire d'héberger des services alternatifs comme ça, et de les mettre à disposition de leurs proches, de leurs familles, d'un peu tout le monde en fait. L'enjeu de ce collectif, c'est évidemment de décentraliser Internet, donc de ne pas avoir une seule entité qui détient le pouvoir sur tout le monde. On retrouve cette idée de gouvernance d'Internet, de répartir les frais techniques aussi. Parce que avec une centaine de structures comme ça, on n'a pas besoin de gros serveurs qui coûtent hyper cher. De petits serveurs font l'affaire et ça coûte pas cher. De petits serveurs qu'on branche sur notre box, par exemple, ça peut marcher. Et donc pas besoin de construire un modèle économique basé sur la revente de données, puisque à petite échelle, les dons suffisent. Et je précise encore sur les gros serveurs, c'est-à-dire qu'il y a aussi un enjeu écologique, c'est-à-dire qu'un serveur dans un data center, il va consommer beaucoup plus d'électricité pour alimenter de gigantesques bases de données. Il va avoir besoin d'énormément de ventilation. Ça, c'est ce qui coûte le plus cher en électricité. Dans des petits serveurs comme des Raspberry Pi ou des mini-serveurs, des petits ordinateurs que vous branchez pour héberger vos données, ça coûte très très peu d'électricité. Et donc, il y a un avantage écologique aussi. Une question de résilience numérique. Être plusieurs aussi, c'est très important et c'est ce qui permet de faire en sorte que Framasoft n'est pas toute seule à danser sur le devant de la scène. Il y a de petits acteurs et de petites actrices qui se démènent aussi pour essayer de faire un peu la même chose ou essayer de faire la même chose à leur sauce. Le but c'est aussi, enfin, je pense que c'est le plus important, de remettre de l'humain dans le numérique. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu le concept d'AMAP. Une AMAP, c'est une association près de chez vous qui vous vend des légumes, en circuit court. Donc l'idée, c'est que si vous voulez des légumes frais, des légumes que vous achetez pas dans les grandes chaînes comme Carrefour ou autres, vous adhérez à cette association-là. Ça va vous coûter un certain montant, pas très cher par mois. En échange, l'association, chaque fin de mois, vous apporte son panier de légumes qui sont cultivés dans un jardin que l'association entretient. Et donc, c'est l'idée de passer par des petits acteurs en circuit court comme ça. Donc de passer par des acteurs un peu plus, éthiques, on va dire. C'est-à-dire que en fait, quand vous allez chez une AMAP, vous pouvez lui demander à l'agriculteur comment il cultive vos légumes, quels produits il va mettre dedans, comment il fait concrètement. Il peut peut-être même vous partager ses connaissances pour que vous puissiez le faire vous-même. Et donc en fait, on fait un peu la même chose nous à 42L. Et les petits acteurs du numérique font ça aussi. L'idée, c'est d'héberger en fait des petits bouts d'internet. Et si vous avez envie, par exemple, d'un service mail, vous venez nous voir. Nous, on vous propose une offre pour vous sur mesure, comme ça. Et on peut en fait vous donner des informations. Vous pouvez nous poser des questions spécifiques sur notre infrastructure. Allez demander au PDG de Google des informations sur comment il héberge ses serveurs. Je pense que même lui, il ne sait pas, tu vois. Donc, c'est l'idée en fait de remettre de l'humain dans le numérique, de remettre du contact humain, parce que c'est quand même vachement important, l'humain, puisque c'est un peu pour ça qu'on a fait la technologie à la base, pour qu'on s'interconnecte entre nous. Et c'est un peu ce qu'on a perdu. Et donc, essayons de protéger notre Internet. Essayons de redonner une dimension humaine à Internet, notamment à travers les chatons, mais il y a d'autres collectifs à travers le monde, pour qu'Internet ne ressemble pas à un centre commercial, pour qu'Internet ressemble plus à un commun numérique, à quelque chose qu'on a co-construit, quelque chose qui se travaille ensemble. Essayons de développer et de financer des outils libres et des outils open source, donc ces outils qui permettent en fait de voir comment ils sont faits. Un outil open source, c'est un outil dont le code source, le code qui le permet de le concevoir, est sur Internet. Vous pouvez le consulter, vous pouvez savoir comment il fonctionne. À la différence de Microsoft, Windows, par exemple, Windows, le code, il est propriétaire, donc il est fermé. On ne peut pas savoir comment Windows fonctionne, on ne peut pas lire le code de Windows. Et donc, il peut peut-être y avoir des outils qui permettent de nous espionner, de collecter nos données, de les revendre. Voilà, on ne sait pas.
On ne sait pas puisque le code est fermé. Bon, on sait à travers Edward Snowden, mais on ne peut pas lire le code. Et donc, l'idée d'avoir des outils open source, ça permet de s'assurer que le code ne nous espionne pas, ne nous piste pas. Encore faut-il savoir le lire, mais bon, pour ça, vous pouvez aller à 42. Et donc, enfin, l'idée, c'est aussi de permettre au grand public de se réapproprier leurs outils, et donc ça passe à travers de la sensibilisation. Voilà, d'essayer de vous présenter un petit peu les alternatives qui existent, d'essayer de faire des conférences, des ateliers, des débats, comme je suis en train de le faire, par exemple, pour essayer de reprendre confiance en vos outils, en fait. Voilà. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions? Oui, le micro. Merci Claire. C'est juste pour l'enregistrement. Bonjour, Bonjour. merci. Est-ce que tu pourrais nous parler dans 2-3 mots de Web3 ? Le Web3. Non, est-ce que ça a un rapport déjà, tu vois ? Alors, le Web3 prône des valeurs de décentralisation d'Internet, c'est vrai. Mais c'est quelque chose qui, j'avoue, ne m'inspire pas du tout confiance. J'ai plus l'impression que c'est beaucoup de bullshit commercial, en fait. Okay. C'est-à-dire que quand on parle du Web3, aujourd'hui, on va parler du métavers, par exemple. Le métavers, c'est une initiative de Facebook qui a pour but de créer une espèce d'univers virtuel. Bon, c'est quelque chose qui existait déjà avec des jeux vidéo comme Second Life depuis 2000, les années 2000. Mais l'idée, c'est de recréer un univers virtuel à travers un environnement chez Facebook. En fait, c'est pas de la décentralisation, ça. On va juste mettre encore plus de novices chez Facebook. En quoi c'est de la décentralisation? Donc j'ai du mal à comprendre en fait ces initiatives. Pourtant, bon, c'est pas faute de les avoir étudiées. Quand j'ai vu que des choses sortaient à ce sujet, des nouveautés sortaient à ce sujet, je me suis forcément renseigné un petit peu pour savoir comment ça fonctionnait. Et finalement, en fait, j'ai pas trouvé de notions concrètes à travers le Web3. C'est-à-dire, il n'y a pas une liste. C'est pas comme une nouvelle version du web. Enfin, il n'y a pas de version du web. C'est quoi le Web3? On l'installe comment? On le met à jour comment? Enfin, non, en fait, c'est juste un concept abstrait que des gens se sont inventés pour dire regardez, nous, on est les Web 3.0, on est plus moderne que vous. Vous êtes encore Web 2.0. Restez dans votre petit web. J'ai du mal à comprendre cette idée-là. Alors, il y a cette idée de décentraliser avec la blockchain, ce genre de choses, mais en fait, la décentralisation, on peut la faire depuis bien longtemps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous achetez un ordinateur comme une Raspberry Pi, par exemple, à 50 € sur n'importe quelle boutique, et vous la branchez sur votre box, et vous avez un site internet. Ce site internet, il n'est pas centralisé dans des gros data centers, il est hébergé chez vous, et pourtant, ce n'est pas du Web 3. Voilà, donc je pense qu'il y a beaucoup de fausses idées à ce sujet, et c'est jamais clair, et il y a une espèce de grosse hype qui me semble assez injustifiée. Un peu comme ça a été pour la blockchain il y a 3 ans, le Bitcoin, tout ça. Il y a une hype et puis au bout d'un moment ça a redescendu et puis là ça remonte un petit peu. J'ai du mal à saisir un petit peu les vrais avantages concrets que ça procure. Voilà. Je te remercie, c'était clair. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci Claire. Question totalement de personne qui s'y connaît pas du tout, donc peut-être que je serais complètement à côté de la plaque. Mais le fait de cette idée de décentraliser, d'avoir un petit serveur chez soi, voilà, est-ce qu'on ne prend pas des risques en termes de sécurité? Eh bien, c'est une très bonne question et je pense qu'effectivement, héberger ces données chez soi, c'est pas forcément facile au début. Hein. Surtout, voilà, il faut savoir ce qu'on fait. C'est-à-dire que par exemple, un serveur mail, ça peut être peut-être même dangereux de se lancer sans avoir étudié un minimum la question. C'est pour ça que nous, développeurs et développeuses, on essaye aussi de concevoir des outils qui peuvent vous permettre de faciliter cet hébergement-là. Par exemple, il existe un projet qui s'appelle YUNOHOST, YUNOHOST, qui permet en un clic, en fait, vous le branchez sur votre box et en un clic, une fois qu'il est installé, vous pouvez installer des services comme vous le voulez. Et à travers une interface web, quelque chose qui ne soit pas en ligne de commande, quelque chose qui soit simple à utiliser. Et cet outil-là va s'occuper de la sécurité, des enjeux de sécurité pour vous. Alors bien sûr, ça nécessite quand même des précautions. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est sûr que ça va nécessiter de sortir de votre zone de confort, ça va vous nécessiter peut-être quelques efforts. Bah forcément, c'est plus facile de rester chez Google, c'est plus facile ça apporte tellement de confort aussi, et je comprends. Moi, quand j'ai supprimé mon adresse Gmail, quand j'ai supprimé mes comptes chez tous les GAFAM, ça m'a pris un temps assez impressionnant avant de pouvoir vraiment être tranquille et être dans mon confort à moi, en fait.
Et donc ça demande de reprendre le contrôle, ça demande de sortir en fait du confort que nous apporte tout ça. Et selon vous, ben, ça peut être nécessaire ou non, ça dépend des points de vue de chacun et de chacune. Est-ce qu'il y a des trucs qu'on ne peut plus faire? Alors, en soi, si j'ai envie de partager des fichiers, je le partage sur mon Nextcloud de 42L. J'ai mes emails. Il y a des trucs que je peux faire maintenant et que je ne pouvais pas faire avant. Par exemple, c'est de créer une adresse mail par service. Ça, je m'amuse à faire ça. Comme ça fait que si jamais une de mes adresses mail se fait revendre dans une liste de spam, par exemple, imaginons Facebook, bon j'ai pas Facebook, mais imaginons Facebook revend mon adresse mail à des annonceurs, je vais recevoir des publicités, en fait il me suffit de désactiver l'adresse mail de Facebook et j'ai plus de publicité. Et donc je peux désactiver les adresses mail comme j'ai une adresse mail par service, je peux activer ou désactiver les adresses mail de chacun ou de chacune. Après ça me demande quand même de sortir un petit peu, voilà, ça m'a demandé un énorme temps pour ne pas avoir une seule adresse où tout est centralisé dessus. C'est pas forcément évident. Est-ce qu'il y a des choses que je peux vraiment plus faire? Je vais pas te mentir, je vais pas vous mentir, pardon. Il y a des choses qui sont moins faciles qu'avant, beaucoup moins faciles qu'avant, c'est sûr. Je pense à l'édition vidéo. Il n'y a pas vraiment d'alternative libre pour faire de l'édition vidéo aujourd'hui. C'est pas forcément évident, mais voilà, il y a des alternatives qui se montent et je pense qu'il faut les rechercher. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une autre question? Après, promis, vous irez manger. Ouais. Moi, j'avais une question. Oui. Puisqu'on parle un peu de protection, que pensez-vous des VPN? Des VPN. Oui. Alors, c'est une très bonne question. En fait, c'est un sujet un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de VPN qui vont avoir une politique on ne stocke pas des journaux de connexion, on ne stocke aucune information sur vous, mais en fait, en réalité, ces politiques-là se révèlent potentiellement fausses, en fait, mensongères. Parce qu'il y a des services de police, par exemple, qui réussissent quand même à contacter des services de VPN pour avoir des informations et emprisonner des gens qui ont fait des choses illégales. Alors, c'est très bien d'emprisonner des gens qui ont fait des choses illégales, hein, je suis d'accord, mais du coup, ça veut dire que les logs, en fait, les journaux d'accès aux services doivent être bien stockés quelque part à un moment donné. Et donc, peut-être que la politique de ces VPN-là n'est pas tout à fait 100% anonyme comme certains le disent. Je pense qu'aujourd'hui les VPN c'est pratique si vous voulez regarder du streaming ailleurs que sur Netflix. Voilà, je pense que c'est pratique si vous voulez faire des choses qui sont aujourd'hui considérées comme pas très légales. Regarder des films, voilà, c'est pas bien, il faut les acheter les films. Mais à part ça, voilà, je pense que l'utilité est limitée. Après, il faut voir parce qu'il y a des mesures qui passent au gouvernement actuellement, la loi renseignement 2.0, comme on le dit, qui est en train d'être étudiée à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas où ça en est d'ailleurs. Ça fait 1 ou 2 mois, je crois. Qui aurait pour but de renforcer la censure, de renforcer l'emprise du gouvernement et des services de renseignement sur ce genre de plateforme. J'ai pas plus d'informations que ça pour le moment. Il y a aussi une loi qui passe sur l'interdiction des sites pornographiques en France. Voilà, je sais pas trop où ça en est ça, mais par exemple voilà, ça pourrait être un usage des VPN. Voilà. Après, voilà, chacun son usage. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être une dernière question? Oui. Attendez. Excuse-moi. Excusez-moi, vous pouvez réexpliquer un petit peu tout à l'heure quand vous parliez des élections de Trump? J'ai un peu zappé, peut-être c'est un retour en arrière un peu long, je ne sais pas. Je peux très brièvement y passer, effectivement. Pendant les élections de Trump, en fait, l'équipe qui s'occupait de la campagne de Donald Trump a fait appel à une entreprise qui s'appelle Cambridge Analytica. Cambridge Analytica, c'est une entreprise qui a pour but de faire du profilage politique sur les réseaux sociaux. Et donc leur but, c'était de manipuler les publications qui s'affichaient sur les murs Facebook des gens notamment, pour orienter les choix des personnes qui les consultent. Et donc, par exemple, pour les pro-Trump, c'était alors, il est possible en fait d'identifier votre opinion politique en fonction des groupes Facebook dans lesquels vous êtes, en fonction des conversations que vous pouvez avoir. Et donc, il est possible de récupérer ces informations-là et d'en tirer des conclusions et à partir de d'en tirer des prédictions en tout cas, et à partir de ces prédictions d'en faire
de mettre du contenu pour vous influencer et pour influencer ces prédictions-là. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont influencé les pro-Trump pour les inciter à aller voter et influencé les anti-Trump pour les inciter à ne pas aller voter. Et ils ont fait pareil pour le Brexit qui s'est joué d'ailleurs à très très peu. Ils ont participé aussi, ils ont été sollicités, l'entreprise a été contractée pour ce genre de projet-là. Voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question. Bon, et bien merci beaucoup.